Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette mini-vidéo, je vais vous amener dans la compréhension de ce que l'IA aujourd'hui a déjà commencé à faire, notamment comment changer notre méthode de travail, comment modifier la manière dont on déploie également les solutions d'intelligence artificielle. Mon domaine, c'est particulièrement la partie tech dans l'informatique et dans les projets que je suis amené de mettre sur pied auprès des grands groupes. Il me semble essentiel de pouvoir partager avec vous mon expérience et donc dans cette mini vidéo, je vais vous donner comme ça quelques insights, quelques réflexions que l'on a en tant qu'ingénieur IA, en tant qu'expert dans le domaine, lorsqu'on est sur des applications vraiment très très importantes. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, ici dans cette chaîne, je parle généralement. Bon, mon sujet principal, c'est l'intelligence artificielle, mais je peux également parler d'autres sujets autour de la sociologie et également qui touchent la société afro ou européenne, la diaspora de manière générale. Ceci étant, si cette thématique sur l'intelligence artificielle vous intéresse et bien d'autres également, vous pouvez déjà liker, abonnez-vous et partager. Donc, ceci étant dit, entrons dans le sujet véritablement. En tant qu'ingénieur IA, lorsque vous êtes sur un projet, ce qu'on attend d'abord de vous, comme tout ingénieur évidemment, comme toute personne, j'aimerais dire, c'est de comprendre le contexte du projet ou de la mission. Donc ici, généralement, c'est mettre sur pied des applications à haute intensité, à haute volumétrie, qui peuvent supporter plusieurs, voire des millions d'utilisateurs. Généralement, c'est dans ce sens-là. Et donc, l'idée principale, c'est de pouvoir comprendre le contexte, non seulement le comprendre, mais le restituer par une solution de plateforme, généralement, qui va communiquer avec d'autres connexes, d'autres applications sous-jacentes. Maintenant, l'intelligence artificielle vient faire quoi là-dedans? Et évidemment qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA a tout changé dans les méthodologies de travail, dans les grandes entreprises, mais pas que, mais généralement, aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises, l'IA vient comme ça disrupter toute, toute la partie transverse du déploiement des applications et par conséquent, on doit en tenir compte de ces nouvelles méthodologies, surtout qui viennent de la Silicon Valley et qui sont drivées par les géants de la tech américaine. Donc, par conséquent, il faut donc s'aligner avec ces entreprises-là pour pouvoir bénéficier des plus grandes avancées technologiques. Évidemment, le but, c'est de déployer plus rapidement, tester plus rapidement et aller chercher de la valeur ajoutée, de la value proposition. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, aujourd'hui avec l'IA dans le déploiement des applications en termes de paradigme de changement? Je vais prendre un cas très concret pour vous illustrer la situation et vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Imaginez que vous êtes dans une grande entreprise, prenez n'importe quel secteur d'activité, d'accord? La banque, l'assurance, l'industrie, le médical, peu importe. De toute façon, prenez une très grande entreprise que vous avez en tête dans un secteur donné. Ces entreprises-là ou cette entreprise en question fonctionnent avec plusieurs SI, plusieurs systèmes d'information. Et dans ces systèmes d'information, il faut donc servir plusieurs clients, plusieurs utilisateurs. Bon, client, pas ici au sens client-serveur dans un premier temps, mais plusieurs utilisateurs, ok? Aujourd'hui, avec le paradigme de l'IA, s'il faut déployer des nouvelles applications ou des nouveaux applicatifs, il faut prendre en compte donc des nouveaux besoins avec la manière dont l'IA s'emboîte et s'intègre dans ces applications en question. Et particulièrement lorsque dans une entreprise, qui dit grande entreprise, veut donc dire que cette entreprise dispose en sa possession des ressources, de la documentation, de la donnée. Donc de la donnée assez gigantesque, volumineuse. Cette donnée-là va être la matière brute pour concevoir des systèmes d'intelligence artificielle efficaces. Bien sûr, donc, premier élément à avoir en tête, sans data, c'est toujours bien de le rappeler, sans data en quantité suffisante et de qualité, d'autant plus de très bonne qualité, on n'a pas généralement des très bons systèmes d'intelligence artificielle. Donc,
la donnée également est l'élément facteur qui va impacter la réussite d'un projet IA, indépendamment de toutes les techniques avancées, etc. Déjà avoir de la bonne donnée. Et même lorsqu'on n'a pas une très bonne donnée, il faut généralement avoir une capacité d'analyse, d'où pourquoi on fait appel à des experts de data analyst, data engineer, machine learning, etc. Bref, des profils qui vont être capables de d'épaisser la donnée, d'inspecter la donnée, d'investiguer la donnée pour voir ce que l'on pourrait tirer de bénéfique, d'intéressant là-dessus par rapport aux besoins spécifiés. Tout ceci déjà, ça entre dans ce que je vous ai cité dans la compréhension du contexte. Donc, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur que vous avez choisi, dans ce cadre-là, il y a ce passage obligatoire. Une fois ce passage obligatoire effectué, maintenant, donc, la donnée, par exemple, elle est sur plusieurs formes, d'accord? Plusieurs types de documents. Vous pouvez avoir des extensions PDF, CSV, bref, etc. Donc, la donnée, elle est multiforme, diverse et variée. Et en généralement, elle est dispersée. Et donc, l'idée principalement, c'est de pouvoir l'unifier dans un premier temps et de recenser toutes les sources de données intéressantes en quantité suffisante et de très bonne qualité, d'autant plus qui vont nous servir à concevoir déjà dans un premier temps ce que l'on va appeler un pipeline de données. Voilà déjà un travail à faire, recenser les données, donc aller chercher toutes les bases de données, toutes les sources de bases de données nécessaires pour pouvoir alimenter le pipeline que l'on va concevoir. Et ces sources de données, évidemment, se trouvent de manière dispersée dans l'entreprise. Ça peut être des emails, des boîtes d'emails, des fichiers stockés dans des répertoires qui ne sont pas souvent inspectés ou bien consultés pour la plupart du temps. Ça peut être évidemment donc des bases de données SQL en soi. Bref, la donnée comme ça, elle est dispatchée un peu de partout et donc il faut être capable d'aller les recenser et d'inspecter le contenu effectivement de ces données en question. Deuxième partie du boulot à faire, en plus de la partie de la compréhension. Maintenant, lorsqu'on entre dans cette phase maintenant, donc ça va de manière crescendo, les choses commencent à être d'autant plus très très intéressantes et très très challengeantes parce que chaque étape maintenant va être très très significative pour la réussite du projet par la suite. Il y a un élément maintenant aujourd'hui de déploiement, un élément ou bien une méthodologie de déploiement des solutions d'intelligence artificielle qui est intéressant justement cet élément-là dans la manière dont on prend en compte les données en question. Et cette méthodologie-là, par exemple, c'est quoi? C'est puisque nous avons des milliers, voire des millions, et voire d'autant plus des milliards de données, tout dépend évidemment de la manière dont vous allez séquencer, je dirais, ou bien découper vos données et établir donc un comptage. Mais généralement, c'est de l'ordre du million. Et pour des grandes boîtes, encore d'autant plus, et sur des projets d'autant plus très, très grands, on peut atteindre l'ordre du milliard de données. Et donc, ici, particulièrement, de toute façon, ça ne change rien à la méthodologie, à ce que je m'apprête à vous dire par la suite, c'est que lorsqu'on se trouve en face comme ça de vastes quantités de données, il faut donc procéder de manière minutieuse, procéder avec méthodologie. Et l'IA est venue avec le paradigme qu'on appelle le RAG, que j'en ai déjà expliqué ici. Donc RAG, R-E-A-G, Retrieval Augmented Generation. Donc on fait de la génération à partir d'une récupération augmentée. Donc l'idée étant qu'on va prendre toute la masse de données qu'on va réussir à unifier, donc toutes les sources de données nécessaires à la mise en place de notre pipeline. Une fois cela effectué, on va maintenant, en fonction de la définition de ce qu'on va considérer comme étant un élément de réponse ou un élément de contexte, le mot est approprié, un élément de contexte pour la donnée, on va concaténer ça et convertir ça
ou transformer sous forme de vecteurs numériques. C'est ce qu'on appelle ici de la vectorisation, le fait de prendre une chaîne de caractères, par exemple, et de la vectoriser, donc de la transformer sous forme de vecteur. Il y a des méthodologies là, bien sûr, qui sont applicables et bien données là-dessus, mais je n'entre pas trop dans les détails techniques pour ne pas perdre les gens dans la compréhension. Bref, on va prendre un ensemble de documents, donc de vastes quantités de données, les découper, et chaque découpage, donc chaque élément de contexte va être transformé en un point dans un espace vectoriel. Donc un non-point dans un espace vectoriel. Et chacun de ces points-là correspond à un vecteur qui représente l'élément de contexte de la donnée en question, du découpage consigné. Un vecteur, par exemple, un point en particulier pourra, comme je dirais, représenter un paragraphe ou une phrase de la donnée liée au découpage qui a été effectué. On va donc stocker, vous aurez bien compris, puisque nous avons des millions de vastes quantités de données, donc en termes de vecteurs, on a également en moyenne la même chose, et voire d'autant plus des milliards de vecteurs. C'est pas un problème. C'est pas un problème, quoique, petit lapsus. Il faut aussi avoir des capacités de base de données vectorielles capables d'agréger, de stocker ces vecteurs-là pour ne pas en fait perdre par exemple au niveau de la latence, au niveau aussi également de la recherche vectorielle. Ça, c'est encore d'autres éléments sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais ceci étant, une fois le découpage effectué, on va donc stocker ces vecteurs-là dans une base de données vectorielle, voire plusieurs bases de données vectorielles. Tout dépendra de votre architecture, de la manière dont vous allez la concevoir. Mais ce sera stocké dans des bases de données vectorielles. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant avec ça? Il va falloir maintenant trouver un moyen. Donc, puisqu'on parle d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle de type, par exemple, LLM, où l'utilisateur va interagir avec une interface en langage naturel, l'idée, ce serait que, évidemment, lorsque l'utilisateur pose une question sur son interface de type ChatGPT ou Claude, que derrière, on puisse aller récupérer les vecteurs. Donc, souvenez-vous, les points qui sont disposés comme ça dans un espace vectoriel, donc dans une base de données vectorielle, d'aller récupérer comme ça les points correspondant à la requête de l'utilisateur. C'est ça l'idée principale. Pour aller récupérer ces points-là, puisqu'on ne va pas tout récupérer à chaque fois, tous les points, il faut aller récupérer uniquement les points qui correspondent au contexte que l'utilisateur aura demandé en entrée dans son interface de type ChatGPT ou Claude. C'est d'où derrière la question principale à se poser, comment faire cela et comment y arriver avec une finesse bien précise. Il y a des méthodologies derrière qui s'appliquent. Je vais peut-être vous en citer, mais je vous donne en tout cas quelques éléments de compréhension. On va pouvoir cette fois-ci faire tourner des algorithmes de recherche dans des vastes corpus de vecteurs dans un espace vectoriel. Il y a cet aspect-là de procédés d'indexation de la donnée et des procédés de filtrage également de la donnée. Tous ces éléments-là vont nous permettre de qualifier non simplement les bons vecteurs correspondant au contexte de l'utilisateur, et parmi ces vecteurs-là, aller peut-être plus loin en fonction du besoin ou de la question précise de l'utilisateur. Voilà donc comment on récupère les bons vecteurs en question, et par la suite envoyer ces vecteurs-là au LLM qui va s'en charger évidemment donc de rajouter des éléments de contexte pour vous répondre de manière fluide en langage naturel. Globalement, voilà ce qui se passe dans ce type de projet-là lorsque l'on met sur pied des systèmes d'architecture qui font appel à d'autres sources de données de l'entreprise, mais à partir desquelles on a su faire un découpage correct et un découpage très bien effectué et stocké dans des bases de données vectorielles. Tous ces éléments-là ou toute cette procédure-là, il y a énormément de travail à faire, énormément. Tout dépendra du contexte, mais globalement, c'est plus ou moins la même méthodologie lorsqu'on est en contexte de récupération de données extérieures et lorsqu'on travaille avec un système de type LLM IA qui va s'en charger de
de répondre aux utilisateurs, à nos utilisateurs sous forme de langage naturel. L'IA vient changer comme ça la méthodologie de travail, de l'architecture. Donc, ceux qui exercent dans l'architecture des systèmes informatiques sont impactés. Les data ingénieurs, les data scientists, bien sûr, les ingénieurs machine learning, les experts également IA ou chefs de projet. Et également aussi l'équipe métier, ne serait-ce qu'aussi pour réunir comme ça tous les éléments de données nécessaires pour pouvoir bien alimenter le pipeline. Et sans données, comme je disais, vous n'aurez pas de toute façon un très bon système d'intelligence artificielle. Donc tous ces profils-là que je viens de vous citer doivent être en coordination pour pouvoir créer une bonne équipe afin d'avoir une solution d'intelligence artificielle performante. Voilà ce que l'IA impacte dans les projets en entreprise. Je viens de vous donner un cas très concret. Mais il y en a bien aussi d'autres cas, d'autres use cases. Mais quelle que soit l'activité, le domaine de l'entreprise, plus ou moins dans ce cadre bien précis, c'est ce qui a impacté. Je vais m'arrêter là. On se revoit la semaine prochaine ou dans quelques jours pour pouvoir vous expliquer un autre cadre dans lequel l'intelligence artificielle joue un très grand rôle. Et surtout, je ne suis pas trop entré dans certains détails pour essayer dans l'idée de vous donner quand même le blueprint, en fait, l'idée globale. Mais je reviendrai, si vous souhaitez en tout cas aller plus loin dans un des aspects bien précis, vous pouvez mettre en commentaire une partie de compréhension de ce qui vous intéresserait. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à la prochaine et restez concentrés. Au revoir.